Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avant de m'entretenir avec mon premier invité, la Société d'Alzheimer du Haut-Richelieu souhaite faire une mise au point. L'organisme ne fermera pas ses portes, contrairement à ce qui a été rapporté la semaine dernière. On parle plutôt d'une cessation de service, celui du répit, si celui-ci n'est pas renouvelé. Cette possible coupure de service n'affecte en rien les autres services offerts par l'organisme et qui continueront à fonctionner normalement. Par ailleurs, la Société d'Alzheimer réfléchit déjà à des solutions d'accompagnement supplémentaires ou d'autres avenues afin de continuer à répondre aux besoins de la population. Nous recevrons d'ailleurs la directrice générale de l'organisme, Mme Nathalie Mercier, très bientôt pour faire le point de la situation. Avec mon premier invité, évidemment, c'est un sujet très chaud, c'est l'immigration. Le programme de seuil d'immigration, en fait, a été dévoilé il y a quelques jours à peine. Et je reçois donc le ministre de l'Immigration et qui est aussi député de Chambly, M. Jean-François Roberge. M. Roberge, bonjour. Bonjour. Je vous invite parce que lors de notre première rencontre, vous étiez à travailler justement pour l'établissement du seuil d'immigration. Il y avait 3 scénarios sur la table, 25 000, 35 000 et 45 000. Là, le choix s'est arrêté, c'est 45 000 immigrants par année. Peut-être nous expliquer un peu là, ce qui vous a amené à cette décision. Oui, bien, ce qu'on voyait, c'est qu'au fil des années, notre capacité d'accueil a été atteinte, voire même dépassée à l'échelle du Québec. Il faut faire attention parce qu'il y a des réalités régionales qui sont différentes, mais je vous dirais, à l'échelle du Québec, on voit qu'il y a des enjeux. Lorsque vraiment on a une difficulté à loger les gens, lorsque le coût des loyers augmente fortement, lorsqu'on a de la misère à construire les écoles assez vite, il faut installer des classes modulaires, puis on a de la misère à trouver des enseignants pour ces classes modulaires, on voit là, qu'il y a des indices assez importants qui disent que la capacité d'accueil est dépassée. Par contre, il y a des besoins de main-d'œuvre qui sont encore importants dans certains secteurs et dans certaines régions, parce qu'il y a des taux de chômage qui sont assez élevés, notamment à Montréal. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était de planifier pour la première fois l'immigration permanente, ce qu'on a toujours compté comme des immigrants, les gens qui viennent faire leur vie ici, et les gens qui sont à statut temporaire. On n'avait jamais planifié l'immigration en tenant compte de ces deux facteurs-là. Maintenant, on le fait. Et on est allé avec le seuil de 45 000, qui représente une baisse de 25 par rapport à ce qu'on avait dans les dernières années, donc une baisse assez importante. Mais 45 000 qui nous permet quand même d'avoir presque 29 000 immigrants économiques sélectionnés par le Québec à chaque année, puis à y aller de manière beaucoup plus précise là, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Donc, je vous dirais que ça a été souligné, accueilli par beaucoup de commentateurs comme une approche modérée, en phase avec ce qu'on avait dit par rapport à la capacité d'accueil. Mais cependant, les entreprises auraient souhaité que je pense davantage à cause justement de la pénurie de main-d'œuvre. Vous répondez quoi à ça? Bien, ce que je dis, c'est qu'il faut tenir compte du taux de chômage qui a monté dans les dernières années, surtout chez les jeunes. Et plusieurs économistes l'ont dit, Desjardins, la Banque CBC, la Banque Scotia, l'Institut CD Howe aussi, qui est un groupe d'analyse d'experts, qui nous disait qu'il y avait un enjeu pour l'accueil de nos jeunes sur le marché du travail avec une main-d'œuvre très disponible à cause de l'arrivée de beaucoup d'immigration en permanence, notamment des demandeurs d'asile, presque 40 000 par année. Ça fait vraiment une compétition pour les postes d'entrée sur le marché du travail. Donc, il faut, oui, répondre aux besoins de main-d'œuvre, mais avec des besoins, je dirais, des sélections très précises. Donc, aller chercher un immigrant qui va venir précisément dans une entreprise qui a la compétence pour combler ce poste, absolument, je suis d'accord. Mais juste ouvrir les vannes puis faire entrer des dizaines de milliers de personnes puis garder nos jeunes au chômage, là, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est là où on doit trouver l'équilibre. En fait, vous souhaitiez contrôler un peu le nombre d'immigrants et les choisir peut-être plus pour répondre aux besoins du Voilà, Québec? absolument. On s'intéresse beaucoup au combien. Donc, le combien, 45 000 par année. Mais il faut surtout s'intéresser à qui vient, donc quelles sont les compétences des personnes et où est-ce qu'ils s'installent. Donc, qui viennent, il faut que ce soit réellement pour répondre à des besoins économiques à court terme des travailleurs qu'on dit étrangers temporaires, mais qu'après, qui peuvent obtenir le statut de permanent. Où s'installent-ils? Bien, de préférence, pas à Montréal et à Laval, où il y a vraiment une grande disponibilité de main-d'œuvre et une moins grande capacité d'intégration à la nation québécoise. Parce qu'il y a la langue française, bien sûr, qui est importante, mais pas seulement. Le commissaire à la langue française a déposé un rapport la semaine dernière, tout juste après notre politique d'immigration, qui disait, le commissaire dit, écoutez, si vous voulez réellement qu'il y ait une intégration à la société, une intégration à la nation, bien, il faut que les nouveaux arrivants
soit en contact avec des gens qui sont ici depuis un certain temps. Si on accueille des nouveaux arrivants dans des quartiers où il n'y a que des nouveaux arrivants, qu'on s'étonne après qu'ils ne s'intègrent pas à la nation, qu'ils ne connaissent pas notre culture, bien, c'est parce qu'on ne comprend pas la recette, là. Donc, il faut changer les choses puis réellement aller vers une régionalisation plus grande. En fait, c'est la langue et la culture, dans le fond, là, les deux principaux aspects que... Oui, que bien, vous quand on souhaitez. dit langue, ça va. Quand on dit culture, bien, il y a aussi, je voudrais, nos institutions, nos traditions, nos valeurs, l'égalité La connaissance de homme-femme. l'histoire, en fait, du Québec. Ça fait partie de ça. Et pour ça, bien, il faut qu'il y ait des interactions entre les nouveaux arrivants et les gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Donc, je vous l'ai dit, les deux groupes cibles qu'on va prioriser pour l'immigration permanente, ce sont des travailleurs sur le territoire québécois, surtout quand on s'éloigne de Montréal, des travailleurs qui ont déjà un emploi, et bien sûr aussi les diplômés de nos institutions, surtout les cégeps, les universités, qui eux aussi s'intègrent sur le marché du travail. Et je vous dirais que dans les prochaines années, on va axer l'immigration de gens qui sont déjà sur le territoire, qui ont déjà commencé cette intégration à la société et à la nation. Bon, ça, c'est l'aspect, la volonté du Québec, mais il y a Ottawa aussi. Et en fait, c'est un dossier fédéral, l'immigration. Qu'est-ce qu'on va faire avec les demandeurs d'asile, les travailleurs temporaires? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Vous avez raison, c'est une compétence partagée. C'est Québec qui, seul, peut fixer les cibles d'immigration permanente à chaque année. Oui, exactement, c'est ça. Ça, c'est nous. Mais les autres aspects d'immigration, Donc, on le fait. c'est Ottawa. Et pour montrer à quel point c'est partagé, vous avez raison de le souligner, dans le 45 000, on a 28 800, on va dire 29 000, qui sont l'immigration économique, purement sélectionnée par le gouvernement québécois. Après, il y a à peu près 10 000 personnes qui seront de la réunification familiale à chaque année, selon des critères sélectionnés par Ottawa, mais c'est nous qui décidons de la cible de 10 000, à peu près 6 000 réfugiés par année. Mais à côté de ça, il y a le fait qu'il arrive cette année à peu près 40 000 personnes qui sont des demandeurs d'asile sur le territoire québécois et 40 à 50 d'entre eux, à terme, ne seront pas retenus par le gouvernement canadien comme étant des demandeurs d'asile. Donc, il y a je vous dirais, un problème avec Ottawa qui fait entrer beaucoup de personnes, parfois sous de faux prétextes. Et on demande à Ottawa de resserrer ses critères, de réduire les délais, parce que ça prend 3 ans avant d'avoir la réponse d'Ottawa. Des fois, les gens s'installent ici, puis quand il y a une réponse négative, bien là, ça pose des enjeux humanitaires, on le comprend. Donc, ça augmente. Quand on parle de 45 000, c'est la volonté du Québec, mais il faut ajouter les chiffres d'Ottawa. Donc, ça peut représenter combien d'immigrants là, avec les demandeurs d'asile et les autres personnes? Les demandeurs d'asile sont à statut temporaire, on dit résidents non permanents, tant qu'ils n'ont pas régularisé la situation au complet. Il va en arriver à peu près 40 000 sur le territoire québécois cette année, mais ils ne seront pas tous retenus par Ottawa, puis ils ne resteront pas tous nécessairement sur le territoire québécois et canadien. Il y a les travailleurs étrangers temporaires qui arrivent ici avec une promesse réellement d'un emploi dans une entreprise précise. Je sais qu'il y en a beaucoup ici dans le quartier industriel. C'est un problème qui touche beaucoup d'entreprises ici. J'ai parlé à plusieurs entrepreneurs, d'ailleurs, du coin de Saint-Jean, qui veulent garder ces travailleurs-là. Et moi, je suis leur allié là-dedans. Ce que je dis à Ottawa, c'est qu'il faut cesser de les arracher aux entreprises en coupant dans l'accès à ces travailleurs étrangers temporaires puis en empêchant la rétention. Donc, ce que je dis, c'est que nous, on va être capable d'en régulariser un certain nombre, de leur donner le statut permanent pour qu'ils fassent leur vie ici au complet. Mais il y en a d'autres qui vont rester à statut temporaire un certain temps, puis il faut qu'Ottawa permette des prolongations pour ces personnes-là. J'imagine que vous parlez avec le fédéral parce qu'il y a les règles, là, la Montérégie, le Haut-Richelieu est régi selon les mêmes règles que Montréal, par exemple, au niveau du taux de chômage et tout ça, alors que c'est pas la même réalité. J'imagine qu'il y a des discussions avec Ottawa pour aider ces entreprises-là qui sont touchées. Là. Absolument, oui. Je parle au nom des entreprises. J'ai envoyé une lettre très clairement. Je l'ai montrée aussi en commission parlementaire. Regardez, voici la lettre qu'on a envoyée parce que, vous avez raison de le dire, un quartier de Montréal versus ce qu'on vit à Chambly ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est complètement différent. Donc, nous, l'approche qu'on a au gouvernement du Québec, c'est vraiment d'y aller région par région. Nous, on pense qu'à Montréal et à Laval, avec les dizaines de milliers de demandeurs d'asile, dizaines de milliers de personnes qui relèvent du programme Mobilité internationale d'Ottawa aussi, un taux de chômage élevé, c'est sûr qu'il faut vraiment resserrer les critères, même pour les travailleurs temporaires, à part, par exemple, santé et éducation. Tandis qu'ailleurs, il faut avoir un traitement différent. Ottawa regarde les régions, là, ils considèrent Saint-Jean puis Saint-Jérôme
comme ayant la même réalité, là. Ça n'a pas de sens. On espère qu'ils vont finir par entendre raison, là, mais j'en appelle aussi aux députés fédéraux sur le territoire québécois, peu importe votre allégeance, peu importe votre parti politique, là, portez la voix du Québec et de ses régions à Ottawa. Vous avez parlé des demandeurs d'asile. Il y a une information qui a circulé la semaine dernière comme quoi on pourrait couper l'aide sociale à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Là, je pense pas que vous aviez commenté officiellement ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il y en est exactement là, des demandeurs d'asile? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Bon, c'est quelque chose qui a été mis sur la table à plusieurs reprises comme étant, je dirais, une option regardée par le gouvernement québécois. Ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'on a l'intention d'aller de l'avant. On va expliquer la politique ultérieurement, mais ce qu'on a en tête, c'est de voir qu'après plusieurs mois, après qu'ils aient leur permis de travail, parce que il faut qu'ils arrivent, qu'ils s'installent, qu'ils trouvent des vêtements pour l'hiver, qu'ils se logent, ça c'est une chose, qu'ils obtiennent leur permis de travail. Mais une fois qu'ils ont leur permis de travail, on donne un délai de grâce d'un certain nombre de mois pour qu'ils trouvent un emploi. Parce que durant tout ce temps-là, ils reçoivent de l'aide sociale. Mais à un moment donné, c'est pas normal que ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 12 mois que tu es au Québec, que tu as ton permis de travail et que tu ne trouves toujours pas un emploi. Donc, ce qu'on veut, c'est être moins attractif. Parce qu'on reçoit de 40 à 50 des demandeurs d'asile de tout le Canada, alors qu'on est 22 de la population. Donc, les Québécois ramassent la facture des autres provinces. C'est pas normal. Donc, ce qu'on dit, c'est que ces gens-là qui n'arrivent pas à trouver un emploi, bien, sont invités à changer de province. De toute façon, ils n'ont pas un emploi qui les garde ici, soit pour trouver cet emploi-là, ou alors pour recevoir de l'aide sociale dans l'autre province, mais je vous dirais pour que le Québec fasse sa part, mais pas plus que sa part. OK. Donc, c'est discuté, mais il n'y a pas de décision de prise à ce niveau-là. Je vous dirais que l'orientation d'aller dans cette direction-là, elle est prise, mais les modalités ne sont pas arrêtées parce qu'évidemment, on parle d'un sujet qui est délicat, on va être sûr de bien faire les choses. On a une sensibilité aussi pour les enfants. Il y a des personnes là-dedans qui ont des enfants à charge. On ne voudrait surtout pas pénaliser des enfants. Donc, on veut bien faire les choses, mais il faut arrêter d'envoyer le message partout à l'international qu'on peut arriver au Québec, s'installer et recevoir de l'aide sociale à l'infini sans jamais se trouver un emploi. Ou arrêter d'envoyer le message aussi à l'international que quand on vient au Canada, bien, c'est au Québec qu'on atterrit, c'est au Québec qu'on reste. Oui, dans certains cas, mais pas pour tout le monde. En fait, on veut réglementer le tout. On veut réglementer, puis en réalité, ce qu'on souhaiterait, c'est que le Québec, qui est 22 du Canada, reçoive 22 des demandeurs d'asile et pas 40 à 50 des demandeurs d'asile. Ça pose toutes sortes d'enjeux, même si chacune de ces personnes-là veut simplement améliorer son sort. Très bien, mais le Canada, c'est grand, là, d'un océan à l'autre. Alors, il faudrait que tous ces demandeurs d'asile-là soient repartis à travers le Canada, comme ils le sont dans beaucoup de pays d'Europe. Ce que nous prônons, là, ça se fait déjà dans des démocraties occidentales. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Au moment où je vous reçois, il y a une manifestation à Québec. Ce n'était pas un dossier que je voulais parler, mais ça fait réagir les gens, parce que dans le programme de seuil d'immigration que vous avez annoncé, vous mettez fin au programme de l'expérience québécoise, qui est la PEC, dans le fond. Les gens manifestent et aimeraient avoir une clause grand-père pour ça. Peut-être nous mettre à jour là-dessus et faire le point. Oui, mais c'est une bonne question parce qu'au-delà des seuils, tantôt je disais qu'il y a combien de personnes on prend, qui on prend et où sont-ils? Là, on se demande, oui, mais comment ces gens-là postulent? Donc, là, on est dans le comment. Bien, via des programmes. On avait des programmes, le programme Expérience québécoise, qui était automatique d'une certaine manière. Une fois qu'on était sur le territoire québécois, on appliquait dans ces programmes-là et automatiquement, on recevait la citoyenneté québécoise et canadienne après un certain temps. C'était pas possible pour le gouvernement québécois d'avoir un critère de région, de dire on va régionaliser les gens, on va les inciter à s'installer à l'extérieur des grands centres. On n'avait pas cette possibilité-là. Et c'était pas possible non plus de s'assurer qu'il y a un arrimage entre l'arrivée de ces travailleurs-là et les besoins du marché de l'emploi. Donc, ces programmes-là avaient des qualités, mais des défauts trop grands. On les remplace par le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et à ce moment-là, on va être capable de faire réellement un meilleur arrimage entre l'arrivée des gens, les besoins de l'emploi, l'arrivée des gens et les besoins de régionaliser l'immigration, et donc une sélection. Dans le PSTQ, il faut retenir le S pour sélection. Les gens qui sont sur le territoire québécois, qui sont enracinés ici, qui travaillent, qui parlent français, n'ont pas à être inquiets
de l'arrivée de ce nouveau programme-là. Il faut qu'ils postulent dans ce programme-là et, vraisemblablement, selon le pointage qu'ils décrochent, bien, ils seront appelés pour avoir la résidence permanente. Mais j'ai cru comprendre, je pense, dans la revendication, qu'il y en a qui étaient en attente, justement, qui avaient été fait des demandes sur ce programme-là. Et puis, je pense qu'ils ont peur de ne pas recevoir le... Bien, là, je suis content d'avoir cette question-là parce qu'il y a une petite confusion. Tous les gens qui avaient déjà postulé, qui avaient déjà envoyé leurs documents dans le cadre de l'ancien programme, eh bien, je les rassure, leurs demandes seront traitées, les dossiers seront traités. Parfait. Mais les personnes qui étaient ici, qui disaient, bien, dans 3 mois, dans 4 mois, je postulerai sur ce programme, bien là, il faut se tourner vers le programme existant, qui est le programme de sélection des travailleurs qualifiés, parce que l'autre a été remplacé. Donc, bon. Mais quand même, là, les gens qui avaient déjà déposé leur dossier verront leur dossier traité. Parfait. Je vais prendre 1 minute pour parler d'un dossier local. C'est la rentrée scolaire à l'école du Boisé à Carignan. Il y avait un campus temporaire qui a été installé. Comment ça s'est fait, la rentrée? Bien, je suis content de voir que ça s'est bien fait, finalement. Il y a eu des parents qui étaient inquiets. C'est une nouvelle école primaire à Carignan, donc c'est très intéressant parce qu'il y a l'école primaire, il y a une nouvelle maison des aînés, il y a un CPE à côté, donc c'est très bien intégré. Mais l'école primaire était loin d'être remplie. Il y avait un étage au complet qui était disponible. Au même moment, on avait l'école secondaire de Chambly qui déborde parce qu'il y a des travaux à faire dans l'ancienne section. Donc, le centre de service scolaire a vu l'opportunité. On aurait préféré qu'il n'y ait rien de tout ça à faire, mais en même temps, on investit 30 millions pour rénover une école. On ne s'en plaindra pas. Chez nous, pour avoir des écoles flambant neuves. Donc, c'est quand même un beau problème. Oh, oui. Donc, la solution qui a été choisie par le centre de service scolaire, c'est d'envoyer temporairement les élèves de secondaire 1 dans une section à part de l'école de Carignan, l'école primaire. Ce que je comprends, c'est que ça se passe très, très bien, finalement, qu'il n'y a pas d'enjeu pour les tout-petits qui pouvaient craindre. Mais vous savez, en même temps, un jeune de secondaire 1 cette année, il était en 6e année l'an passé. Là. On ne parle pas d'un adulte, là. C'est un jeune qui, le temps d'un été, a basculé du primaire au secondaire, mais je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'enjeu pour la sécurité de nos tout-petits, là. Non, je pense pas, non, c'est ça. De toute façon, pour eux, ce n'est qu'un changement d'emplacement, parce qu'ils auraient changé d'emplacement de toute façon quand on passe du primaire au secondaire. Exactement, vous le dites bien, puis on pense vraiment, là, les échos que j'ai sont à l'effet que l'école secondaire sera pleinement rénovée et pleinement accessible pour septembre 2026. Et je parle en connaissance de cause, parce que moi, lorsqu'on a construit l'école Napoléon-Bourassa dans le secteur l'Acadie, j'ai fait ma 2e année dans le sous-sol d'une maison, le temps que l'école se construise. Alors, je sais très bien de quoi qu'on parle. Merci beaucoup, M. Robert. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci. On fait une pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. La Guignolée 2025 dans le Haut-Richelieu s'en vient à grands pas. Il y a eu une conférence de presse d'ailleurs lundi dernier pour annoncer les détails de l'édition 2025. Et pour nous en parler, il est encore le président d'honneur de l'événement cette année. C'est le président-directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, M. Michel Milot. M. Milot, bonjour. Bonjour. Donc, quels sont les détails? Donc, qu'est-ce qu'on sait là, de la Guignolée 2025? Bien, en fait, ça va être le dimanche, le 7 décembre. C'est toujours le premier dimanche. Puis je peux vous parler par secteur parce que les secteurs, c'est différent les uns des autres. Je vais commencer avec Iberville et Mont-Saint-Grégoire. Eux ne feront pas de porte-à-porte. Puis ils demandent à la population, quand c'est possible, que ça soit de l'argent. Ça peut être, ils peuvent aller le porter là, directement au Centre d'action bénévole d'Iberville. Il y a des virements bancaires. On prend les montants par carte de crédit et les chèques. Puis naturellement, bien, ceux qui préfèrent les denrées, là, bien, ils acceptent les denrées également. Pour ce qui est de l'Acadie, il va y avoir le porte-à-porte qui va être fait dimanche entre 10h et 15h.
Pour ceux qui vont être absents, ils vont avoir un accroche-porte après le poignet. Il va être possible là, d'aller porter les denrées ou des chèques ou de l'argent au centre communautaire de l'Acadie au 1322 chemin du Clocher entre le 6 et le 13 décembre de midi à 16 h. Pour ce qui est de Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, qui regroupe là, Saint-Luc, Normandin, l'île Sainte-Thérèse, tout ce quartier-là, il va y avoir le porte-à-porte qui va être fait là, de 10 h à 15 h. Eux, ils demandent, si possible, de mettre les denrées là, sur le balcon là, à côté de la porte d'entrée. Et naturellement, ils acceptent l'argent également. Les gens peuvent aller à Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc aller porter chèque, argent. Et pour la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, il y a 3 places maintenant pour faire les dépôts. Tu as le 747 Saint-Jacques, tu as au 150 rue Laurier. Et maintenant, dans Saint-Eugène, tu as le Club Optimiste qui ils vont accepter les denrées là, pour la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Également possible de faire des dépôts via le site Internet de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, carte de crédit, virement bancaire, carte de débit et reçu d'impôt qui va être automatiquement là, fait pour des dons de 20 $ et plus. On sait que la situation est très difficile. Ce qui m'a frappé du communiqué que vous avez émis, c'est que le premier ministre, dans son discours d'ouverture, n'a pas parlé d'itinérance, de crise de logement. Pourtant, c'est une situation, Saint-Jean, on le sait, on le vit dans le quotidien. Donc, c'est encore plus important, je pense, encore en 2025, là, de donner pour les plus démunis dans la région. Tu sais, si on suit le rapport de bilan fin, dans le Haut-Richelieu, on a eu une augmentation de demande de 14 dans la Montérégie, 19 Présentement, là, les organismes aident 3050 aides mensuellement pour aider les familles à manger. On connaît le coût des loyers, on connaît le coût de l'épicerie. Donc, deux parents qui travaillent au salaire minimum, ça ne suffit pas. Donc, ils ont besoin des recours de la Saint-Vincent-de-Paul ou d'autres organismes là, pour la fin. Oui, c'est ça. Mais est-ce que... je pense que l'année passée, là, on a eu la difficulté là, vraiment à combler les besoins là, des gens. Donc, j'imagine qu'on aimerait... Mais encore là, on demande aux gens d'être plus généreux, mais même encore, les donateurs sont souvent pris aussi entre l'arbre et l'écorce parce qu'on aimerait donner, mais ils vivent aussi un problème au niveau du quotidien. Donc, est-ce que ça double la difficulté de recueillir des dons? Oui, ça double la difficulté. Puis, tu sais, c'est toujours les mêmes qui sont sollicités, particulièrement en entreprise. Mais il y a plein de petits trucs, tu sais, comme prélèvement à la source avec les employés. Il y a plein de choses, de faire une boîte à l'intérieur de l'industrie ou du commerce, puis d'accepter les denrées. Il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place qu'au bout de la ligne, va faire toute une différence. C'est pas nécessairement être obligé d'être des 1000 $, des 2000, des 3000. Un 20 $, un 5 $, un 100 $. Il n'y a pas de petites sommes. C'est toutes des sommes qui sont hyper importantes. De toute façon, la guignolée, c'est concentré sur une journée ou une fin de semaine généralement, mais on peut donner à l'année. Et parce que les besoins sont évidemment plus visibles dans le temps des fêtes, mais ils sont quand même présents là, tout au long de l'année. Oui, puis quand tu vas faire un petit tour là, à Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, puis tu vois les tablettes qui sont vides, les frigidaires qui sont vides, oui, c'est tout au long de l'année. Et puis Saint-Vincent-de-Paul, il offre la possibilité de faire des prélèvements automatiques sur vos cartes de crédit une fois par mois. Ça peut être 10 $, ça peut être 20 $. À la fin de l'année, vous avez un reçu d'impôt. Cet argent-là, à vous son pesant d'or. Ouais. On va parler de quelques activités aussi dont la Chambre de commerce est impliquée, là, à commencer par le marché de Noël d'antan là, dans le Vieux-Saint-Jean qui a eu lieu en fin de semaine. Oui, déjà. On est déjà rendu au marché de Noël, oui. Cette année, on fait changement. On fait ça sur 3 jours. Donc, vendredi soir, 16 h jusqu'à 20 h. Dans la soirée, il va y avoir un cinéma extérieur avec des chaises Adirondack, un petit foyer, des doudounes. Puis, samedi, dimanche, de 10 h à 16 h. Amuseurs publics. Naturellement, les 3 jours, le Père Noël va être là. Prise de photos, photo booth, activités, dégustation de café. Il y a plein de petites activités, là. Venez encourager et découvrir les artisans locaux, les marchands locaux. C'est une belle période de l'année pour venir encourager le local. On peut-tu mettre un peu l'électronique là, de côté puis dire, bien, on va être un peu plus local. Je sais que c'est bien tentant, c'est facile avec son café le matin Amazon, mais ça ne fait pas vivre nos commerçants, ça ne fait pas vivre
nos artisans. Bon, parler du Père Noël, donc il va faire un tour au marché d'antan avant d'avoir son défilé au mois de décembre. Exactement. Donc, le samedi, le 13 décembre. Cette année, on fait le changement. On fait un défilé de soir. On va avoir des chars allégoriques illuminés. Donc, et puis, le trajet va être un peu différent à cause des travaux sur la rue Richelieu. Donc, on va partir du centre des aînés via la rue Champlain. On va tourner sur la rue Saint-Jacques à droite, là, direction Iberville, pour se terminer là, à la 8e avenue à Iberville, comme les années passées. Parfait. Donc, ça va ajouter à la magie de Noël le défilé de soir. Là, exactement, oui. Ça va être très beau. Il y a aussi une activité en collaboration avec NextDev. Là, c'est le cocktail de Noël là, de la Chambre de commerce et de l'industrie. Oui, je pense que c'est le 8 décembre. C'est le 4 décembre. 4 décembre, excusez-moi. Le 4 décembre, ça va être à la cathédrale en immersion avec la cargaison. Ça va être vraiment un beau 5 à 7. Et, honnêtement, tous les années, là, on fait ça à le comble. C'est entre 150 et 200 personnes. Tous les années, c'est le 5 à 7 le plus couru, industrie, commerce, un beau mélange de gens d'affaires. Donc, puis on festoie, puis c'est toujours des thématiques vraiment le fun. En 30 secondes, yes. Avez-vous eu des discussions déjà avec le nouveau maire de Saint-Jean? Pas encore. J'ai demandé une rencontre. Là, je voulais le laisser un peu entrer en service parce que son agenda est déjà assez bien rempli. Mais on a demandé une rencontre là, milieu décembre là, avec les deux président de la jeunesse et président du conseil d'administration de la Chambre pour voir ses enjeux, son alignement, sa vision avec la Chambre de commerce, le développement économique. Mais vous avez sans doute des demandes? On a plein de demandes. Oui. Une en particulier? Ben oui, naturellement, l'urbanisme, les terrains, toujours. Comment est-ce qu'on peut alléger le fardeau des entrepreneurs et surtout en construction? Comment est-ce qu'on peut travailler tout ça? Oui, en tout cas, il a un plan pour amener d'autres entreprises, de nouveaux revenus pour Saint-Jean. Oui. On verra dans le concret là, ce qui se passera au cours des prochaines semaines et des prochains mois. C'est important de l'argent nouvel à Saint-Jean. Oui, si on ne veut pas que les taxes montent, ce sera important. En effet. Exactement. M. Milot, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et puis, on aura l'occasion de se revoir. Et puis, donc, prochain rendez-vous, la Guignolée, puis le marché de Noël d'antan en fin de semaine. Certainement. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci d'avoir été là. Au revoir à la prochaine.